Voilà, Hélène, je vous laisse la parole. Bonjour. Je vais débuter par dire que je ne suis pas experte du réseau ville-hôpital. C'est une question qui est difficile et puis surtout qui prend en compte énormément de paramètres. C'est surtout une vraie complexité dans l'organisation des maladies chroniques. Parce que dans le réseau ville-hôpital, dans les maladies chroniques, il n'y a pas que la question de la mise en place du réseau. C'est-à-dire que depuis toujours, la santé s'organise par des maillages et l'organisation ville-hôpital s'effectue dans tous les milieux de la santé. Dans les maladies chroniques, ça nécessite bien sûr de mettre en place, mais aussi de réussir à coordonner, animer et à maintenir ce réseau ville-hôpital, c'est-à-dire à en assurer. Est-ce que le micro est allumé? Vous entendez? Il y a une lumière. C'est parce que je ne parle pas très fort peut-être. En tout cas, en assurer une pérennité. Toute la difficulté donc dans les maladies chroniques. J'ai donc essayé aujourd'hui de construire quelque chose à partir de l'expérience du travail social, à partir donc de l'exemple de l'épidermolyse bulleuse, puisque ce travail a été mené sur cette maladie, pour essayer d'identifier, donc ce sont des résultats qui sont des premiers résultats, ça nécessite évidemment d'être affiné en termes d'analyse, mais pour essayer déjà de comprendre ce qui se passe sur un certain nombre d'années pour un groupe de patients relativement important. Aujourd'hui, dans cette maladie, l'épidermolyse bulleuse héréditaire, les préconisations, en tout cas les préconisations de notre CMR et de l'ensemble des CMR en France, je pense, c'est la formation aux soins des parents qui est strictement nécessaire. C'est une compétence dite de sécurité pour pouvoir rentrer au domicile d'un au moins par an, majoritairement les mères, on le verra, mais évidemment quand on a la possibilité de pouvoir former plus de personnes, c'est mieux. Des conditions de logement, là encore c'est important, il y a finalement assez peu de visites à domicile, sauf quand on a la chance d'avoir une HAD, mais ça nécessite des conditions de logement particulières et spécifiques pour accueillir un enfant atteint d'épidermolyse bulleuse, ce qui n'est pas toujours simple, en particulier en Île-de-France. La mise en place donc, de soins à domicile, qui, dans notre centre, est quasi obligatoire à la sortie d'hospitalisation dans les premiers mois de vie de l'enfant. Une information et une orientation vers le réseau associatif, bien sûr les associations de malades, mais pas que, c'est-à-dire qu'on essaie de donner les informations nécessaires pour que les personnes puissent avoir dans leur réseau un réseau qui est autre que le réseau purement médico-médical. Là encore, on pourra en rediscuter, mais c'est quelque chose qui est parfois difficile parce que cette information ou cette orientation, elle est peut-être difficile à ce moment-là de la prise en charge, puisqu'on sait en tout cas, pour avoir regardé dans les résultats de cette étude, que finalement très peu de patients adhèrent à une association de malades dans la première année de vie de l'enfant. Donc très certainement, c'est une période où c'est difficile d'aller vers des associations de malades. Ça serait d'ailleurs assez intéressant de se poser cette question et d'y réfléchir. Puis d'avoir un pédiatre ou un médecin traitant. Là encore, c'est souvent quelque chose d'assez compliqué puisque il n'est pas toujours aisé de trouver un pédiatre ou un médecin traitant quand on est atteint d'une maladie chronique, encore moins quand on est atteint d'une maladie rare. Dans toute cette organisation, ce qu'on peut noter, c'est que le parent, les parents en tout cas, sont coordonnateurs des soins. Ça veut dire qu'on confie à ce moment-là de la prise en charge la responsabilité aux parents de coordonner tout ça. Ça veut dire que ça demande aux parents déjà d'avoir une bonne connaissance du système de santé. On ne sait pas ce que faisaient les parents avant, qui ils sont, quel est leur degré de connaissance du système de santé, quel est leur parcours aussi avec le système de santé, c'est-à-dire est-ce que c'est des choses qui peuvent être renvoyées à des éléments compliqués de leur vie, etc. Mais on n'a pas aujourd'hui d'autres expériences que l'expérience parent qui coordonne l'ensemble de ces intervenants et de ces structures et qui est extrêmement chronophage. On a eu la chance l'an dernier de pouvoir mener des focus group avec des parents de patients ou des patients eux-mêmes dans un travail qui a été mené par le professeur Sylvie Legrain sur la co-construction avec les patients. On s'est aperçu que c'est vraiment pour les familles quelque chose qui est compliqué. Parce qu'il est lourd de responsabilités, finalement très peu reconnu par le système de santé lui-même et qui nécessite là encore de tenir dans la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste
pour la mise en place, c'est-à-dire de reconnaître l'HAD, de connaître un petit peu les professionnels libéraux à côté de chez soi, etc. C'est qu'il faut tenir tous les jours de toute la vie de son enfant. Donc dans ce travail, qui était une étude donc, prospective uniquement dans notre centre, on a décidé de faire ce travail par des entretiens semi-dirigés sur une méthode qu'on appelle théorisation ancrée, qui est une méthode de recherche qualitative sur une analyse spécifique des données, et d'aller étudier plus spécifiquement la cellule familiale, l'organisation des soins, donc comment est-ce que les soins se sont organisés pour les enfants, puisque ça concerne que la pédiatrie dans les familles, et puis d'aller au plus près de ce que coûte la maladie, donc sur les dépenses de santé non couvertes par l'assurance maladie. On a pu inclure pendant 4 ans 60 patients. Donc c'est globalement là, vous avez une répartition selon les formes de la maladie, ça correspond au recrutement de notre centre de référence, donc avec une majorité d'épidermolyse bulleuse dystrophique, et puis une moyenne d'âge qui est de 7,8 ans, donc des enfants plutôt petits. Je vais aller rapidement sur les 3 prochaines diapositives puisqu'elles sont assez lourdes, mais c'est ce qui permettait de pouvoir avoir des chiffres. Et il y aura une diapositive sur un résumé avec des pourcentages. On a fait le choix de répartir les patients en 3 groupes, puisque dans l'analyse, c'était assez intéressant, puisqu'on s'aperçoit que la prise en charge est très différente entre, au fur et à mesure en fait, de l'âge des enfants. Donc avec 3 groupes. Un premier groupe sur les enfants de 0 à 1 an, où on s'aperçoit que dans les données intéressantes, 100% des mères sont formées, mais avec une formation des pères qui reste faible, 27%. Alors ça tend a priori, en tout cas j'ai regardé un petit peu là cette année sur les chiffres 2018, on a un peu plus de formation des papas ou du milieu élargi, par exemple des grands-mères. Ça apparaît, en tout cas dans la formation des soins, et c'est assez récent. Mais tout de même, majoritairement, les soins reposent sur une seule et unique personne, ce qui peut aussi questionner, puisque dans les focus group, on a pu s'apercevoir que les mamans s'inquiètent, par exemple, de leur santé à elles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand elles ont un problème de santé, même mineur, une grippe, par exemple, et donc une fièvre à 40 pendant 3 jours, qui se charge des soins et comment est-ce qu'on peut interpeller de l'aide dans ces moments-là, c'est-à-dire de l'urgence. On a aussi une très forte présence de l'hospitalisation à domicile dans cette période de vie, donc en néonate. Et on s'aperçoit donc que sur le reste de la prise en charge, l'HAD permet une coordination peut-être plus aisée, puisque l'HAD va apporter le matériel et permettre un certain nombre de prises en charge. On s'aperçoit par exemple qu'il y a, sur les chiffres, on pourrait penser qu'il y a une très faible proportion de patients qui sont suivis ou qui ont accès à un suivi psychologique. En fait, ce n'est pas le cas, c'est pas souvent parce que l'HAD a dans son équipe une psychologue qui peut voir les patients. En tout cas, dans cette tranche d'âge, on n'a pas de patients qui n'ont pas d'aide extérieure. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a une forte proportion de nos patients qui ont au moins 4 consultations ou hôpitaux de jour ou hospitalisation complète par an en CMR. Donc, le deuxième groupe, qui concerne 31 enfants, sont les enfants qui ont entre 1 et 10 ans. Là, on s'aperçoit qu'on a déjà une première chute de la présence de l'HAD, puisque l'HAD n'est pas organisée pour rester au domicile des parents des mois et des années. Ça doit être une structure qui normalement est temporaire et organise des relais de soins au domicile quand c'est nécessaire, et que donc on va basculer petit à petit vers de l'HAD vers des professionnels libéraux. On se rend compte donc que ça devient souvent plus compliqué. Il y a tout de même un maintien assez fort de la rééducation avec la présence de ces SAD ou de rééducation en ville, puis une présence des suivis psychologiques qui est un peu moins important, mais avec une présence forte d'aide à domicile par des TISF par exemple. Ça veut dire qu'à l'organisation, en tout cas de la fin de l'HAD, très certainement il y a une mise en place au domicile d'aide pour les familles
mais qui a une présence qui est faible. C'est en règle générale 1 à 2 demi-journées par semaine. C'est quand même relativement faible et qui ne sont pas formés aux soins. Sur la troisième catégorie, donc ce sont les enfants qui ont plus de 10 ans. Là, on a une présence d'HAD qui est extrêmement faible, ce qui veut dire qu'il est souvent difficile de remettre en place une structure. On pourra discuter ensuite sur la table ronde du pourquoi, même si on le sait déjà. Et puis, l'information la plus importante, c'est qu'on est à 72% des mères qui gèrent seules les soins, sans aide particulière au domicile, donc une proportion très forte et surtout qui a beaucoup évolué, avec moins de consultations par an, qui peut être aussi lié à la sévérité de la maladie ou aux besoins de la maladie, puisque par contre ce travail n'a pas été réparti pour l'instant en sous-groupe, donc évidemment ça dépend très certainement aussi des besoins liés à la maladie. Donc en résumé, si on reprend les trois groupes, ce qui ressort, c'est évidemment une diminution importante de l'HAD au domicile entre la première année de vie et l'après. Une responsabilité qui est quasiment, pour le troisième groupe, en tout cas pour les enfants de 10 à 17 ans, qui revient complètement aux parents, avec des mamans qui gèrent l'intégralité des soins seuls, une présence assez faible de possibilités d'accueil en centre, avec des possibilités d'accueil de répit, mais on sait qu'il y a très très peu de centres qui le proposent et que c'est cependant difficile puisque les équipes sont aussi pas toujours très formées, et que donc on met en place toutes les structures de type prestataire, etc., pour soutenir les familles avec des organisations qui sont souvent aussi difficiles pour les familles. On a essayé de regarder plus finement sur un plus petit groupe ce qui se passe, et donc on a fait le choix de sélectionner 12 patients de notre centre de référence, tous atteints d'une épidermolyse bulleuse dystrophique et suivis depuis la naissance dans notre centre Majec à Paris, et de regarder entre 2005 et aujourd'hui quelle est l'évolution de leur prise en charge. Là encore, ce qui ressort nettement, c'est qu'au fur et à mesure des années, on va se recentrer quasi exclusivement sur ce qu'on appelle la compétence de sécurité, c'est-à-dire sur le soin et sur le soin cutané, donc sur le soin quotidien de la peau, et la prise en charge psy, scolaire, de rééducation, etc. va petit à petit diminuer. Ou en tout cas connaître de nombreuses ruptures. Ça veut dire qu'on a, et heureusement, beaucoup de familles qui arrivent à avoir des prises en charge régulières en rééducation par exemple, mais qui connaissent de nombreuses ruptures et donc qui vont changer d'équipe souvent, reformer des équipes régulièrement, parce qu'il est très difficile de maintenir une équipe en place pour des tas de raisons pendant 10 ou 15 ans. On a une alerte qui est quand même assez forte là sur la scolarité. Ça aperçoit que si beaucoup d'enfants sont scolarisés quasiment à temps plein avec un certain nombre d'aides tout petits, qu'au fur et à mesure où les enfants grandissent, il y a une scolarité qui s'organise à temps partiel très rapidement pour aller vers jusqu'à une déscolarisation, qui n'est pas liée certainement qu'à la prise en charge, mais aussi en motif, en tout cas donné par les patients, à une sorte de fatigue. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est exprimée. Mais donc, il y a une déscolarisation assez tôt, puisqu'on est dans un groupe là de 11-14 ans. Sur la constitution du groupe, ça semblait tout de même important de montrer que on est sur une population, bien sûr, qui vient de toute la France. Donc, on a aussi une grosse disparité qui est une disparité géographique. On n'a pas du tout les mêmes types d'organisations selon les départements, selon les régions, ni, on l'a évoqué tout à l'heure, mais ni les mêmes possibilités d'aide. Puisque, bien sûr, la prise en charge et l'organisation du réseau ville-hôpital, elle nécessite aussi des financements. Alors, de la coordination, c'est certain, de l'animation aussi, mais aussi des financements. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi de ce qu'on obtient comme droit, comme prise en charge, qu'on va pouvoir mettre en place au domicile différentes aides. Et que pour l'instant, on n'arrive pas à avoir une harmonisation, en particulier en ce qui concerne la MDPH, sur le territoire national, avec des départements où c'est compliqué.
On est dans une population, dans cet échantillon de 60 patients, qu'on ne peut pas considérer financièrement précaire, donc qui initialement ont une qualité de vie qui peut être considérée correcte, et qui ont tout de même des difficultés à cette prise en charge, parce qu'on sait aussi qu'il y a des maladies où la prise en charge elle est compliquée pour des facteurs, par exemple, de précarité. C'est évident quand on a des difficultés de logement ou initialement quand on est bénéficiaire de minima sociaux, par exemple, il est beaucoup plus difficile d'accéder aux soins en règle générale, mais on n'est pas dans cette situation-là. L'impact sur la vie professionnelle sur ce groupe est extrêmement important. Si avant la naissance, on a un groupe de parents qui majoritairement travaillent avec des salaires moyens qui sont globalement comparables à la moyenne nationale française, on s'aperçoit qu'on a une réduction, voire un arrêt d'activité professionnelle des mères qui est majeur pour aller jusqu'à 85%. Sur ces 60 patients, donc, avec une perte moyenne de salaire mensuel qui est donc importante, l'équivalent globalement de 1 445 €. Alors l'arrêt professionnel des mères s'explique évidemment par plusieurs raisons. Il y a le facteur qui est peut-être le premier, en tout cas souvent le premier évoqué, qui est que c'est aussi culturel, que la maman à la naissance de l'enfant qui apprend le diagnostic ait besoin de s'occuper de son enfant et a l'impression que ça relève en tout cas de sa fonction, de sa responsabilité. Et aussi un autre facteur qui est important à prendre en compte, c'est que majoritairement le salaire des femmes est inférieur au salaire des hommes, encore aujourd'hui en France, même à travail égal, et que donc pour perdre moins d'argent par mois, eh bien, on sacrifie, entre guillemets, le plus petit des salaires. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a une perte de salaire qui est importante. On s'aperçoit que dans cette maladie, on arrive majoritairement, en particulier par la MDPH, à obtenir des prestations qui sont souvent des prestations pour l'AEH, par exemple, on a des compléments 6 qui sont très souvent attribués à la naissance des enfants, donc qui est une allocation qui correspond à ce que la MDPH peut proposer, en tout cas de mieux dans ce type d'allocation. Et on a un reste à charge qui reste cependant très important, en particulier sur l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, mais pas que, avec une moyenne de 340 € par mois. Et c'est essentiellement sur on le verra tout à l'heure, sur des dépenses qui sont considérées comme du confort ou des dépenses qui sont liées au dépassement d'honoraires, à la santé dite alternative, donc des besoins de chiropracteur ou ostéopathie. On peut bien imaginer que le dos des mamans a besoin de temps en temps aussi de soins. On s'aperçoit donc qu'il y a des dépenses financières importantes qu'on n'arrive pas aujourd'hui à prendre en charge par les prestations existantes. On peut noter aussi que l'isolement social et la dépendance vont, en tout cas, risquent de confiner à la précarité sur un groupe qui, aujourd'hui, en tout cas avant la maladie, ne l'était pas. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut soutenir les familles aussi dans cet isolement progressif, puisqu'on est aussi dans quelque chose de très progressif, ce qui rend les choses compliquées. Et puis des dépenses qui sont souvent très sous-estimées encore par les équipes soignantes. Je le disais tout à l'heure, donc sur les dépenses de santé non couvertes, on est souvent vers des dépenses qu'on ne considère pas strictement toujours centrées sur la maladie spécifique de l'enfant. C'est évidemment des dépenses qui sont toutes, en tout cas quand les dossiers sont faits chez nous, mentionnées dans les dossiers MDPH. Où on essaie, et on a mis en place aussi les vidéos éducatives pour ça, on essaie de sensibiliser, d'informer les familles sur la stricte nécessité de bien tout mentionner, de conserver des factures et d'expliquer en quoi ces différents besoins sont strictement nécessaires, voire prescrits par les équipes soignantes. Ça reste cependant des dépenses qui sont difficiles à prendre en charge. Dans ces questionnaires aux 60 familles, on a des retours difficiles sur le vécu à la mise en place de l'HAD, par exemple, lors du premier retour à domicile, sur des difficultés d'organisation. Les familles
notent souvent que c'est compliqué pour elles, à ce moment difficile de leur vie, d'avoir par exemple des difficultés à obtenir des horaires de passage, d'avoir pas toujours les mêmes personnes, en tout cas de se sentir tout à coup un peu désœuvrées sur une organisation qu'on ne maîtrise pas tellement. On a aussi une forte difficulté de financement du soin, en particulier des infirmiers, mais aussi des psys non pris en charge par l'assurance maladie jusqu'alors pour les libéraux, qui ne facilitent pas la mise en place. Mais la question du financement, je ne dirais pas qu'elle est secondaire, puisque c'est un argument qui revient quand même extrêmement souvent, mais c'est aussi la question de l'épuisement. Ça veut dire que quand on arrive à mettre en place, on a de l'expérience par exemple avec des infirmiers libéraux, quand on arrive à mettre en place, il faudrait quasiment pour une famille mettre en place plusieurs cabinets pour qu'ils puissent tourner. Parce qu'on ne peut pas demander, et c'est vraiment difficile, alors vous allez dire on le demande aux parents, c'est vrai, on ne peut pas demander à une seule infirmière de gérer tous les jours, ou même 3 fois par semaine, toute l'année, pendant des années, des soins que tout le monde s'accorde à dire extrêmement difficiles à prendre en charge. Sauf que trouver plusieurs cabinets pour une même famille, eh bien, on connaît la complexité. Donc on n'a aujourd'hui pas la solution. Et puis de réfléchir aussi au suivi social et psychologique qui est aujourd'hui difficile à maintenir. C'est-à-dire que si on arrive souvent à avoir une mise en place au début, soit par les CMR, soit par l'HAD, eh bien en ville, c'est quand même très compliqué d'avoir une pérennité dans ces prises en charge alors que le besoin est fort et très demandé par les familles d'accompagnement en fait, en règle générale. Juste une petite carte, si on peut en discuter lors de la table ronde, qui reprend, j'ai essayé en tout cas de noter sur une carte les centres, les SSR, les structures d'aval qui ont accueilli des enfants atteints d'épidermolyse bulleuse. On s'aperçoit qu'il y en a peu. Que le maillage national il reste quand même un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut habiter près d'un centre, et que surtout ces centres ont une autre difficulté, c'est qu'elles ne peuvent pas forcément accueillir plusieurs enfants atteints de cette même maladie en même temps, c'est-à-dire que c'est trop difficile, sauf qu'on ne choisit pas toujours à quel moment on peut orienter les enfants, qu'ils sont rarement formés et que c'est des centres comme à l'hôpital où il y a un turnover des personnels qui est important. Nous, on a à Necker essayé de travailler, on travaille régulièrement avec un centre qui s'appelle Bullion, qui est un peu connu. On a formé du personnel, le personnel bouge sans arrêt. Ça nécessiterait d'aller faire 2, 3, 4 séances de formation par an pour pouvoir former l'ensemble des kinés et des infirmières dans les centres, que notre structure même ne nous permet pas en tant que personnel et de temps possible dédié à la formation. Et pourtant, on s'aperçoit que dans les structures d'accueil et les patients qui ont par exemple pu bénéficier de ces genres de répit, que c'est peut-être presque indispensable, en tout cas que la possibilité soit là. Il y a des familles qui ne le souhaitent pas ou des enfants qui ne souhaitent pas. Mais par contre, de savoir que c'est possible et qu'on peut bénéficier à un moment donné d'un accueil dans une structure de répit qui est formée et où l'enfant est en sécurité, c'est très certainement quelque chose d'extrêmement rassurant et d'important dans la structuration du réseau ville-hôpital. Je vous remercie.